Le mythos est un des formes du langage que les Grecs avaient choisi pour expliquer comment les choses venaient à l'existence avec des récits comme celui que vous avez entendu, qui est celui de la Théogonie d'Hésiode, qui est un texte du 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Avec ces récits lorsque vous avez entendu les récits. Ne pensez pas que les Grecs faisaient autrement au début. Oui, mais derrière ces récits qu'apparemment des images ou des représentations, il emploie des concepts. C'est ce que nous appelons tout simplement le langage rationnel qui permet une compréhension rationnelle des choses, et c'est le concept qui est le plus important pour le logos. Mythologie et philosophie sont apparentées les unes aux autres. Faut que vous le compreniez. Puisqu'en général, dans le langage courant, nous pensons qu'ils sont opposés. Et qu'il s'agit des choses, l'une qui parle de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, donc totalement inappropriées pour comprendre le réel et la nature des choses, et un autre tout à fait approprié qui est le langage rationnel, d'où est issue en fait la philosophie. Mais en réalité, la philosophie conserve avec la mythologie une continuité secrète qu'on vous a pas expliquée en terminale. Oui, c'est certain. Et c'est dommage. C'est dommage, c'est pour ça que je veux utiliser cette extraordinaire opportunité de la Journée mondiale de la philosophie pour clarifier que sans mythologie, il n'y aurait jamais eu de philosophie. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui mieux comprendre. Et il y a des grands chercheurs, donc en français, très importantes, décédés déjà, Jean-Pierre Vernant, au Collège de France, qui avait dit la chose suivante. Transposé dans une forme laïcisée et sur les
un tel est né d'un tel et l'autre a fait naître un tel. Bien, au lieu des filiations, la philosophie parle de que les philosophes n'ont eu qu'à cueillir et à nommer d'une façon plus abstraite et précise. Mais en réalité, toute cette construction existait déjà, et c'est pour ça que beaucoup parmi nous disons qu'il n'y a pas eu de miracles grecs. Parce qu'en réalité, c'est une continuité. Puisque la philosophie est née un tout petit peu du mythe. Et sans le mythe, comme je viens de l'expliquer, il n'y aurait jamais eu de philosophie. Alors, bien entendu, si nous revenons à la conception de ces deux familles complémentaires, deux voies d'accès à la vérité, l'une conceptuelle et l'autre par image, nous nous retrouvons partie de notre cerveau. Par conséquent, la sagesse impliquerait, bien entendu, au moins au XXIe siècle, de pas les opposer, mais de les relier en complémentarité, et ça c'est tout un jeu actuel. Serons-nous capables de relier les mots, les concepts aux images, et vice-versa, pour que les mots aient un sens plus profond, et pour que les images ne deviennent pas qu'une simple fantaisie. Ça, c'est l'enjeu. En chacun de nous, c'est de choisir une Je voudrais, pour exprimer un tout petit peu ma pensée un peu plus claire, vous rappeler que l'objectif de la philosophie n'est pas simplement l'amour de la vérité ou de la sagesse, ça peut être aussi la sagesse et l'amour, si on retourne les deux mots qui le composent. On peut faire les deux, et en même temps. Chercher la vérité, ce qui est authentique, et en même temps l'exprimer et le vivre avec amour. Dans ce sens-là, la philosophie grecque et antique propose la question de qu'est-ce qu'est la vie bonne. Pas une bonne vie,
Parce qu'on peut être un bon vivant, mais pas avoir une vie bonne. Parce que vous citez, oui. Donc, oui. Donc, la question fondamentale pour les philosophes n'est pas simplement de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais surtout qu'est-ce qui est bon pour vivre. Et ça, c'est pas simple. Mais dans les mythes grecs, notamment un qui est très important, qui est celui de l'Odyssée, avec ce fameux personnage Ulysse, se pose la question de l'individu qui cherche à vivre cette vie bonne plutôt qu'une bonne vie. Il aurait pu, après avoir le génie d'avoir imaginé le fameux cheval de Troie, qui a permis à la fin aux Grecs mycéniens de gagner la bataille, après 10 ans quand même de siège, il aurait pu rentrer avec les rois, avoir toutes les distinctions, plein des pouvoirs. Il choisit pas ça. Il choisit son retour à la maison. Et oui, auprès des siens. Il fait sa place au sein de l'ordre du monde et la vivre en harmonie. Et en fait, tous les êtres humains cherchent leur place. Parce que quand on se dit qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, derrière ça, il y a une question essentielle. Quelle est ma place dans la société, dans l'univers, dans ma famille, dans l'existence? Bon, chacun devra répondre par soi-même, bien entendu. Mais l'Odyssée, qui est le retour d'Ulysse à la maison, donc après le chaos de la guerre, il va vers la maison, c'est-à-dire vers l'ordre. L'ordre qui pour lui est harmonie et qui lui permet de se relier à ses semblables, à la nature, à l'univers. Mais le problème, c'est que c'est pas facile, ce retour. Rebrousser chemin, sortir des vanités du monde et accepter simplement sa vraie destinée, lui en impliquer 10 autres années de pèlerinage, plein d'aventures et plein de tentations. Laquelle des tentations fondamentales? La tentation était capable d'éprouver et de choisir et de pas tomber dans les pièges. Et bon, c'est le fameux retour. L'Odyssée est un voyage mouvementé, comme vous le savez. Donc c'est un périple d'épreuves. Parce que le mythe
fondamentalement est basé sur la notion d'épreuve. Puisque le mythe est fondateur de toutes les traversées intérieures de l'être humain, avec son lot d'épreuves, et on résout le mythe en assumant les épreuves et en les transcendant. À quoi servent ces épreuves dans les mythes? Mais à développer les potentiels de chacun, à donner des forces et des moyens insoupçonnés jusque-là, puisque la nécessité faisant foi, nous reprenons de la puissance où apparemment il n'y en a pas. Ça, c'est la puissance des mythes, de cette voix symbolique qui appelle l'âme à s'exprimer de l'intérieur vers l'extérieur. Si le mythe travaille fondamentalement avec la notion d'épreuve, le langage du logos, le langage rationnel et philosophique travaille avec la notion de preuve. Puisque quand on est en philosophie, comme en science, il faut démontrer. Donc ce langage servira au droit, au contrat, à tout ce qui est à la science, à tout ce qui est preuve. Épreuve et preuve peuvent être synonymes si l'épreuve devient la preuve que l'individu l'a accompli. C'est pour ça qu'il ne faut pas les distinguer en les opposant. Il faut pouvoir les relier pour que l'épreuve ne reste pas qu'une épreuve, mais qu'il devienne la preuve que nous venons de nous accomplir dans un plan, dans une qualité qui nous est supérieure. Donc oui, ça marche ensemble. C'est une dialectique très profonde dans l'être humain que les Grecs au départ ont très bien mise en scène et clarifiée. L'Odyssée est en fait la matrice de toute l'histoire de la philosophie. En quittant son monde, en faisant face au chaos, en revenant à sa place, il cherche une harmonie perdue. Il va de la guerre à la paix, Ulysse, de la haine à l'amour, de l'exil à chez soi, du chaos à l'harmonie. Donc, un autre point que je voulais rappeler, et qu'on va retrouver dans les mythes comme dans la philosophie, qui est la question de la conscience. Oui, parce qu'on ne peut pas philosopher sans conscience. Mais on ne peut pas passer des épreuves, des métamorphoses sans conscience. Alors, la capacité de auto-réflexion d'un sujet capable de retour sur lui-même est la conscience. La conscience comportement, bref,
agir. Si on refait pareil qu'avant, ça veut dire que tu n'étais pas conscient. Et c'est pour ça que l'être humain est capable de répéter plusieurs fois les mêmes erreurs. La raison, il n'est pas conscient. Quand on agit en mécanicité, en inertie, en confort, tout simplement, pour pas penser, on dit. Le grand confort, c'est ne parle pas de ça. Je veux rien savoir. Ça vous est jamais arrivé? Bon, à ce moment-là, je vous garantis une chose, on vient de perdre la conscience. Il n'y a plus de philosophie, il n'y a plus de mythes non plus. On n'a rien pour les apprendre. Parce qu'il nous faut un retour à nous, c'est-à-dire un dialogue avec soi-même. Pour Socrate, être homme n'est pas dire j'ai, mais dire je pense. Je le dis avant Descartes, il l'avait dit. Je le signale tout hasard. Et la question fondamentale est toujours je pense, donc je suis, donc être et pas exister. Mais ceci est très, 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 très dur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, ça veut dire être. Donc, lever sa conscience au plus haut de soi-même. Sans se laisser porter par les divagations de l'existence. C'est-à-dire les différents tiraillements, les bip-bip, les SMS, toutes ces choses-là, qui nous font penser. Donc, l'homme est présent à sa vie par la conscience. Oui, sinon on ne peut pas être présent à nos vies. On peut vivre, mais pas être présent à nos vies. Si on n'est pas présent à nos vies, on ne peut pas tirer une expérience. Donc, on ne pourra pas intérioriser ce qu'on vit. Et sans dimension intérieure, nous ne sommes pas. Mais nous existons, mais nous ne sommes pas. Dès là l'importance, tantôt pour la philosophie comme pour le mythe, de la vie intérieure qui implique un retour à soi. Et l'Odyssée est un retour à soi. Parce que l'Odyssée veut dire le chemin du retour. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est, ce mythe, la matrice de la pensée philosophique. Donc, le retour à soi implique une investigation dirigée vers la sphère du dedans, mais avec une orientation pratique, qui est celui de changer ses propres comportements. Puisque pour cette fameuse vie bonne, il faut se modifier, il faut se transformer. Bon, bref, il faut devenir meilleur. Les Grecs disaient qu'il fallait développer l'excellence. L'excellence s'appelle en grec arrêté, qu'on peut traduire aussi par vertu. Tempérance, être juste, modéré, autolimité, se contrôler, bref, voilà à quoi sert le retour à soi. Oui, parce que sinon, on dit, je suis hors de moi.
pour dire « je suis en colère ». Donc, si on sort de soi, on perd notre centralité. Si on rentre en soi, on garde notre centralité, donc notre équilibre. Et alors la fameuse harmonie peut revenir. N'oubliez pas que cette harmonie est née, selon les Grecs, de deux divinités. L'amour, Aphrodite, et le combat, Arès. Donc apparemment, pour que l'harmonie s'installe, il faut vaincre des combats intérieurs avec beaucoup d'amour. Et vous avez donc la formule de l'harmonie. Et ça fait partie des mythes. Mais vous voyez, ce sont des équations. Amour plus combativité égale harmonie. Donc derrière ces histoires apparemment d'amour, des dieux volages très étranges, il y a des équations presque mathématiques pour comprendre le destin de l'homme, de l'humanité. Je reviens au XXe siècle, je vais vous citer une petite phrase qui est écrite dans le livre rouge Carl Jung, qui est un grand psychanalyste, qui a travaillé beaucoup le monde mythique et symbolique. Celui dont le désir se détourne des choses extérieures parvient au siège de l'âme. S'il ne trouve pas l'âme, l'horreur du vide s'empare de lui et la peur le poussera à coups de fouet encore et encore dans une quête désespérée des choses creuses de ce monde auquel il aspirera aveuglement. Il deviendra le bouffon de son désir sans fin, il s'éloignera de son âme et la perdra pour ne jamais la retrouver. Il courra après toutes les choses, il les tirera toutes vers lui, mais ne trouvera pas Le mythe de Prométhée est un grand mythe chez les Grecs et il y a eu plusieurs versions. Gère en logique du ou, noir ou blanc, chaud ou froid, homme ou femme. Mais la réalité, elle n'est pas noire ou blanche, elle n'est pas chaude ou froide. La réalité est noir et blanc, chaud et froid. Quelle heure est-il sur la planète? Toutes les heures. Mais ça nous est difficile de savoir qu'il y a des gens qui sont en train de se lever, d'autres sont en train de petit déjeuner, d'autres en train de dormir.
c'est la simultanéité en même temps des choses, cette synchronicité des choses. Là, le symbole, lui peut. Le langage symbolique, qui est le langage et la grammaire de mythe, lui peut être une chose et une autre à la fois. C'est extraordinaire. Le feu peut être la sagesse et la passion. L'eau peut nous donner à boire et noyer, comme dans le déluge, un continent. Et on pourrait Non, on se calme, on prend son bâton de pèlerin, on avance dans le récit et on commence à comprendre. Le mythe de Prométhée, que je vais utiliser surtout, est celui dont parle dans les Protagoras Platon. Il parle de la création de l'humanité comme source de mouvement. L'humanité devient une vie en mouvement, capable d'agir librement, mais aussi, et en même temps, les dangers de ce que les Grecs appelaient hubris, la démesure, l'orgueil, enfin l'excès. Oui. Nous sommes devant cette paradoxe de cet être qui est si bien pensant qui peut arriver à produire du chaos par des mesures. C'est inutile, je pense, vous expliquer ce que l'être humain peut faire de chaotique ou de démesuré et d'excessive dans les temps actuels, je pense. Je crois que c'est inutile de vous donner des exemples. Vous ouvrez un journal, vous regardez la télé et vous verrez tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, sachez que cette partie-là est largement constatée par rapport au texte de Platon. En même temps, il y a cet être qui est en pleine bouillotte et en errance permanente, parce que il faut savoir que depuis que l'espèce humaine existe, elle bouge. Ah oui, elle bouge, elle se déplace. C'est une espèce particulière qui se sédentarise et d'un coup elle se déplace, elle se replace. Et les Grecs le faisaient souvent. Quand une cité avait beaucoup de monde, ou considérait que son équilibre était instable, un groupe humain portait le feu de la cité ailleurs, et il partait à l'aventure. Oui, et c'est comme ça qu'il fut créé, par exemple, Marseille. Oui, c'est une colonie d'Éphèse. Voilà. Et d'autres villes, ne vous inquiétez pas, furent créées comme ça. C'est pas qu'ils passaient comme ça. Ils cherchaient des destins inconnus en portant le feu de leur cité. Et aussi, donc, leur mythologie et leurs dieux
Et c'est pour ça que Marseille est une ville théoriquement dédiée à Apollon. Bon, c'était un crochet pour que vous voyez. Mais toutes les villes des Syracuse furent presque tous, des Siciles, pardon, la Grande Grèce furent tous comme Syracuse créés par les Grecs. Alors, qu'est-ce Donc, il n'est pas dépourvu des raisons ou des pensées. Il comprend après coup. Ou, disons, celui qui réfléchit après l'action. Il est caractérisé pour avoir un esprit en escalier. Mais ne le prenez pas à mal. Il avance un coup, après un autre, mais il n'a pas la vue d'ensemble. Vous comprenez, l'esprit de l'escalier, c'est une invention de la langue française pour expliquer la rationalité française. Bon, mais il s'appelle Épiméthée en Grèce. Ne voyez aucune attaque là-dessus. Mais c'est intéressant. Mais vous verrez qu'il n'est pas si sot que ça. Vous verrez. Prométhée et lui est celui qui réfléchit avant l'action. Il est intelligent, pour être clair, et pas simplement analytique. Il ne fonctionne pas sur le mode analytique. Il fonctionne sur le monde synthétique de l'intelligence. Alors, ils sont là, ces deux frères, et ils sont conviés par Zeus, à un moment donné, à donner les qualités au monde manifestées, à tous les vivants. Et ils sont très honorés, hein. Et Épiméthée demande à son frère, toujours considéré les plus malins, les plus intelligents, justement, laisse-moi faire d'abord, et après tu continues. Bon, Prométhée, qui s'est moqué beaucoup parfois de son frère, devant tous les dieux, il dit, bon, mais, vas-y. Et il prend une boîte qui lui est donnée par Pandore. En même temps. Et Épiméthée va donner plein de choses à tous les vivants. Je vais vous lire ce qui est écrit dans le mythe. En tout, la distribution consistait de sa part à égaliser les chances. Retenez ce mot. En tout, la distribution consistait de sa part à égaliser les chances. Et dans tout ce qu'il imaginait, il prenait ses précautions pour éviter qu'aucune race ne s'éteignît. Mais une fois qu'il leur eut donné les moyens d'échapper à des mutuelles destructions, voilà qu'il imaginait pour elle une défense commode à l'égard des variations de température qui viennent de Zeus. Il les habillait d'une épaisse fourrure ou un corps de solide carapace, propre à les protéger contre le froid, mais capable également d'en faire autant contre les brûlantes chaleurs, sans compter que quand ils iraient se coucher, cela constituerait aussi une couverture qui pour chacun serait la sienne et qui ferait naturellement partie de lui-même. Il chaussait telle race de sabots, toujours ce sont des animaux, race d'animaux, des cornes, telle autre de griffes, solides et dépourvues de sang, ensuite de quoi il choisissait des aliments différents pour les différentes races, pour certains l'herbe qui pousse de la terre, pour d'autres les fruits des arbres, pour d'autres des racines. Il y en a auxquels il a accordé que leur aliment fût la chair des autres animaux, mais il leur attribuait une fécondité restreinte, tandis
qu'il attribuait une abondante fécondité à celle qui s'est dépeuplée ainsi. Comme Épiméthée, chacun sait, cela n'était pas très intelligent, dit le mythe. Il ne se rendit pas compte qu'après avoir ainsi gaspillé le trésor des qualités au profit des êtres privés des raisons, il lui restait encore les êtres humains qui furent dépourvus de tous les atouts qu'Épiméthée pouvait donner. C'est alors qu'arrive son frère, qui lui dit, d'un air hébété et accablé, « Tu es incorrigible. Oui, en un sens, c'est bien ce que tu as fait, mais t'es rendu compte que tu as oublié les humains, que tu as tout donné aux animaux et qu'il ne reste plus rien pour eux, ni carapace, ni griffes, ni ailes, ni nageoires, ni fourrure, plus aucun don qu'ils puissent les équiper pour leur permettre de survivre face à ce règne animal qui leur sera hostile. » Bon, voilà. Voilà ce qui s'est passé avec Épiméthée. Pas mauvais garçon. Vraiment, si c'est le cas, puisque combien de fois on pense après coup? Donc, les mythes peut-être. Alors, Prométhée va se dire, bon, mais je fais quoi alors? Et il dit, bon, je vais faire quelque chose, et en fait qui est interdit. Il va transgresser l'ordre naturel des choses. Et il va se conduire comme un voleur. Il va voler les feux qui siégeaient chez Héphaïstos, le dieu forgeron, qui n'est pas le feu simplement de la forge, mais le feu de toutes les créativités, de toutes les intelligences, de toutes les créations. Et il va arriver avec ce feu chez les hommes et il va leur donner. Et comme vous pouvez imaginer, ça n'a pas plu du tout à Zeus. Parce que lui est garant d'un ordre naturel qu'on pourrait dire mécanique. Oui. Totalement logique, parce que cet ordre que vous connaissez, qui est l'ordre de la nature, avec ses règnes distincts et différentes, est extraordinaire. Et nous sommes toujours en extase devant comment les animaux se complètent entre eux, comment il y a une écologie des systèmes dans la forêt ou dans les montagnes. Ces natures naturelles nous éblouissent tout le temps. Mais nous, on sait qu'on fait partie d'elles, mais pas tout à fait. Voilà de quoi il le menace. Le foie est le siège des passions, selon les anciens. Et bon, mais c'est sa passion, celui de Prométhée, enchaîné dans le rocher, qu'il vit au jour le jour. À ce moment-là, quand il est enchaîné, il va dire, sur le mythe, « Écoutez plutôt les misères des mortels, et comment d'enfants qu'ils étaient
de leur intelligence jusqu'au jour où je leur montrai l'art difficile de discerner les levées et les couchers des astres. J'inventai pour eux la plus belle de toutes les sciences, celle du nombre. Un mécanisme étrange, que par l'intelligence, les hommes s'ouvrent au mystère et puissent accomplir leur retour à soi à travers que le destin lui commandait, a pu libérer ce grand titan. Et ça, c'est très, très intéressant, puisque ce qu'apporte Prométhée est distinct d'Épiméthée. Épiméthée travaille pour l'égalité des chances. Il essaye que tout rentre dans un ordre plus ou moins égalitaire dans lequel tout le monde a ses chances. Épiméthée est l'homme de l'égalité, enfin les dieux, le principe de l'égalité des chances. Mais pour l'homme, ça suffit pas. Pour l'être humain, ne suffit pas. Prométhée est le titan qui apporte la liberté. Oui, et c'est ça qu'il faut méditer. Puisque qu'est-ce qui a libéré des passions qui nous rendent esclaves de nous-mêmes. C'est liberté et libératrice de ce qui est le plus noble dans l'homme. Ainsi, ce principe d'intelligence, d'être,
Donc des histoires pour des enfants, selon nos ancêtres du XVIIIe et XIXe siècle, qui pensaient que tout ça était baliverne. Derrière ces mythes se trouvent des vérités exceptionnelles que la philosophie, par sa capacité de donner du sens, donc une compréhension et un vécu, permet de libérer, comme l'a fait Héraclès pour Prométhée. Alors, maintenant nous arrivons presque à la fin. Comme vous l'avez compris, notre société occidentale s'est hypertrophiée de logos. Trop de logos, tu le logos. Trop de paroles, trop de discours, tout le discours. Nous sommes devenus sourds aux paroles. Nous ne croyons plus à ce qu'on nous dit. Peut-être nous avons des raisons. Mais il y a un contre-coup à cette sourdité. Celle de se réfugier dans des images dont nous ne comprenons pas le sens. Il nous faut nous relier à nouveau. Mythos et logos. Pas facile. Pas facile. Pourquoi? Parce que nous vivons une époque difficile qu'on peut appeler de désenchantement du monde. Et il nous faut réenchanter le monde. Oui. Inutile de se plaindre. Maintenant, on sait exactement pourquoi ou comment. Et même si on sait ou on ne sait pas, il faut donner une Et nous sommes dans le temps nécessaire pour comprendre l'importance du réenchantement. Nous devons redonner vie à la nature, pas simplement comme chose, mais comme être vivant. Nous devons comprendre à nouveau que l'art sert à nous émouvoir, à toucher notre profondeur. Et ça, ce sont des formes de se réenchanter. Voir quelque chose de beau appelle le beau en nous. Nous sommes, comprenez, nous sommes des êtres privilégiés. Nous pouvons être sensibles à la beauté. Pas simplement physique, la beauté des gestes, la beauté de l'esprit.
intentionnel. Pour cela, nous devons nous réconcilier avec l'imagination. Les derniers travaux en sciences humaines nous réconfortent beaucoup. Depuis 15-20 ans, surtout les dernières dizaines d'années, nous savons que l'imagination ne nous éloigne pas du réel, mais l'influence pour le transformer. Et que nous ne pouvons pas couper ce qui est imaginaire de ce qui est dit réel ou sensible. Puisque la réalité est imaginaire et sensible à la fois. Et ça, c'est un grand scoop maintenant. Très important. Pendant des décades, je fais partie des gens qui sont battus pour ça. Réintégrer l'imagination, la fameuse foldologie, comme une grande dimension qui permet à la conscience d'être. Parce que l'imagination nous permet de nous représenter les choses. Et pas simplement, parce que on ne se rend pas compte jusqu'à quel point on l'utilise. Parfois, quand je donne un cours ou j'explique quelque chose, certains me disent « Ah, maintenant je vois. Avant, je voyais pas. » Et je pose toujours la question « Vous avez vu avec quoi ?» Pas avec vos yeux, puisque je t'entends de raconter une histoire. Ça, le micro, tout ce que nous prenons comme des choses sont en réalité des formes objectifs de ce que quelqu'un a imaginé. C'est génial. Un astrophysicien, comme mon ami on a parlé. Pas à l'inverse. On parle pas et ensuite on voit. Ou autrement, un musicien entend d'abord